Au sommaire de cette édition, au Soudan, l'Alliance pour la liberté et le changement a déclaré ce mercredi soir, lors d'une conférence de presse, que la grève de 2 jours qu'elle a lancée a été un succès. L'ex-rébellion angolaise de l'UNITA, aujourd'hui principal parti d'opposition, a annoncé ce mercredi le maintien au 1er juin des obsèques publiques de son chef historique, Jonas Savimbi. Et puis en Colombie, la plus haute instance judiciaire a empêché le président Ivan Duque de modifier l'accord de paix signé en novembre 2016 avec les FARC. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Le président comorien a gracié 17 personnes 3 jours après son investiture. Azali Assoumani, accusé par l'opposition de dérive autoritaire, veut apparemment par ce décret présidentiel se refaire une image. Toutes les personnes graciées par le chef de l'État des Comores avaient été condamnées en décembre par la Cour de sûreté de l'État à des peines égales ou inférieures à 20 ans de prison pour avoir été mêlées à une entreprise de déstabilisation et à l'agression contre un gendarme. Mercredi, elles ont été graciées de la totalité de leur peine, selon un décret présidentiel. Elles devaient avoir recouvré la liberté dans la même journée. Parmi les 17 personnes figure le secrétaire général du principal parti d'opposition. 4 autres personnes condamnées à la réclusion criminelle à perpétuité pour complot, tentative de coup et atteinte à la sûreté de l'État ont vu leur peine commuée en 20 ans d'emprisonnement. Cette grâce intervient 3 jours après l'investiture à la présidence d'Azali Assoumani, réélu le 14 mars à l'issue d'un scrutin très contesté par l'opposition et les observateurs internationaux. Lors de son discours dimanche, le président Azali avait promis des mesures d'apaisement vis-à-vis de l'opposition qu'il accuse d'avoir bourré les urnes. Depuis l'an dernier, de nombreuses personnalités de l'opposition qui dénoncent la dérive autoritaire du chef de l'État ont été arrêtées, notamment l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi, toujours assigné à résidence. Au Soudan, les 2 jours de grève à l'initiative de l'Alliance pour la liberté et le changement, l'organisation civile en pointe de la contestation se sont achevées ce mercredi soir. Et selon l'Alliance, la grève a été couronnée de succès. L'Alliance pour la liberté et le changement, mouvement protestataire, a annoncé que sa grève a été couronnée de succès. Et ceci après que des centaines d'employés des transports, de banques, d'entreprises et de ministères soudanais aient manifesté ce mercredi pour la 2e et dernière journée de grève à l'appel des meneurs de la contestation pour faire pression sur l'armée qui refuse de transférer le pouvoir aux civils. C'était une grève couronnée de succès à tous les points de vue. Tous les secteurs qui ont signé le livre révolutionnaire de présence ont pris part à cette grève. Tous les employés ont participé. Le pourcentage de participation dépasse les 90% dans les secteurs d'activité qui ont répondu à l'appel. L'Alliance pour la liberté et le changement appelle à 1 million de rassemblements pour soutenir la demande d'un transfert du pouvoir aux civils. La détermination du mouvement de contestation, déclenchée le 19 décembre par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain, n'empêche pas les généraux de résister aux appels de la communauté internationale à transférer le pouvoir aux civils. Pendant les 2 jours de grève, les soldats n'ont pas montré une quelconque intention de céder. Leurs dirigeants ont multiplié les voyages à l'étranger comme pour consolider des alliances. La dernière proposition de l'Alliance pour la liberté et le changement est celle d'un vote à la majorité simple et d'une rotation de la présidence. L'ALC ne serait d'ailleurs pas contre offrir le poste à un officier. Massacre perpétré il y a une semaine dans l'ouest de la Centrafrique. 14 partis politiques et organisations de la société civile ont exigé le retrait des décrets nommant certains chefs de groupes armés à des postes étatiques. C'est à travers un communiqué que le Front uni pour la défense de la nation a fait part de sa sommation.
Il exige du président de la République centrafricaine de rapporter sans délai les décrets portant nomination de 3 chefs de groupes armés comme conseillers militaires, ainsi que la traduction devant la justice de 2 d'entre eux. Ces personnalités ont été nommées à la suite de l'accord de paix conclu au début de l'année entre le gouvernement de Bangui et 14 groupes armés contrôlant une grande partie de la Centrafrique. 50 personnes au moins ont été tuées la semaine écoulée dans l'ouest du pays, dont des massacres imputés aux 3R, un des groupes armés. Le gouvernement et la MINUSCA ont alors adressé au groupe un ultimatum de 112 heures, à l'issue duquel les responsables du massacre devraient être transmis aux autorités centrafricaines et les barrières et bases des 3R démantelées. À l'expiration de l'ultimatum, aucune action forte n'a été menée par le gouvernement. L'accord de paix, dit de Khartoum, a été signé début février à Bangui entre les 14 groupes armés et les autorités. À la suite de cet accord, un nouveau gouvernement a été installé et plusieurs représentants de groupes armés ont été nommés à des postes gouvernementaux ainsi qu'à la primature et dans des administrations. Ce journal se poursuit. Le corps d'Étienne Tshisekedi, figure de l'histoire du Congo et père de l'actuel président Félix Tshisekedi, a quitté ce jeudi Bruxelles pour Kinshasa où il doit être inhumé samedi. C'est ce qu'a indiqué la présidence de la République démocratique du Congo. L'avion devrait arriver entre 17h et 18h à l'aéroport Ndili de Kinshasa, a indiqué Didier Mpambia du comité d'organisation des obsèques. Annoncé pour ce mercredi soir, le rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi avait été reporté au dernier moment. Un hommage populaire est prévu vendredi au Stade des Martyrs de Kinshasa. L'ex-rébellion angolaise de l'UNITA, aujourd'hui principal parti d'opposition, a annoncé ce mercredi le maintien au 1er juin prochain des obsèques publiques de son chef historique, Jonas Savimbi. Ceci après un imbroglio la veille avec le gouvernement sur la remise de la dépouille qui n'a finalement pas eu lieu. À la suite d'une réunion mercredi entre l'ex-rébellion et la famille Savimbi, l'UNITA a décidé de maintenir son programme avec les obsèques samedi, a déclaré Alcides Sakala Simoes, porte-parole de l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA. Nous appelons à la sérénité après la confusion de mardi, a-t-il ajouté, estimant que les obsèques seront un moment important dans la perspective de la construction de la réconciliation nationale. On maintient l'enterrement au 1er juin, a confirmé le fils aîné de Jonas Savimbi, Cheya Savimbi. Jonas Savimbi a été tué lors d'un accrochage avec les forces gouvernementales angolaises le 22 février 2002 et enterré en catimini dès le lendemain à Luena dans le centre, mettant fin à 27 années de guerre civile. Après de longues négociations, le gouvernement d'un côté et l'UNITA et la famille Savimbi de l'autre ont finalement convenu cette année que la dépouille du chef rebelle serait remise mardi à ses proches et qu'elle serait enterrée samedi dans le village natal de Jonas Savimbi. Mais l'urne contenant les restes de l'ancien chef de l'UNITA n'a pas été confiée mardi à sa famille, laissant planer un temps le doute sur la tenue des obsèques cette semaine. Le gouvernement et l'UNITA se sont accusés mutuellement d'avoir modifié le lieu de la remise de la dépouille. Selon le gouvernement, la dépouille a finalement été transportée mardi à Andulo, à proximité du village de Jonas Savimbi, où les obsèques sont prévues. Boko Haram continue ses actions dans le nord du Nigeria. Des soldats nigériens ont informé avoir repoussé une attaque du groupe djihadiste contre la ville de Maiduguri dans la nuit de mardi à mercredi. L'attaque, la dernière d'une longue série perpétrée par Boko Haram, a été repoussée quelques heures avant la cérémonie d'investiture du président nigérien Muhammadu Buhari, réélu sur la promesse de rétablir la sécurité dans le pays. Les soldats ont intercepté un grand nombre de combattants de Boko Haram à la périphérie de Maiduguri, la capitale de l'État du Borno, mardi soir, et se sont engagés dans une bataille intense contre les insurgés pendant toute la nuit.
Un membre d'une milice d'autodéfense qui combat aux côtés des troupes régulières a déclaré que les combattants de Boko Haram avaient été aperçus alors qu'ils se faufilaient dans l'obscurité vers la ville. Aucun rapport officiel n'a été publié sur cette tentative d'incursion. On ignore le nombre de victimes. La dernière attaque en date était à l'aube du 23 février, jour de la présidentielle, qui a porté le président Muhammadu Buhari au pouvoir pour un second mandat. Il a été investi mercredi à Abuja et s'est félicité d'avoir affaibli le groupe djihadiste qui ne détient plus aucun territoire dans le nord-est. Les attaques se multiplient toutefois dans le Borno, notamment contre les forces armées nigérianes. La semaine dernière, plus de 10 000 civils ont dû être évacués de leur village dans des camps de déplacés et leur convoi attaqué par la branche du groupe affilié à l'État islamique, tuant au moins 5 soldats. Une dernière information pour mettre un terme à cette édition. En Colombie, la plus haute instance judiciaire a définitivement enterré le projet du président Iván Duque de retoucher le plan de paix conclu par son prédécesseur avec l'ex-guérilla des FARC. C'était en novembre 2016. La Cour constitutionnelle a ordonné que le chef de l'État colombien promulgue sans modification la loi qui établit les dispositions judiciaires émanant de l'accord conclu en novembre 2016 entre le groupe des forces armées révolutionnaires de Colombie FARC et le gouvernement de son prédécesseur Juan Manuel Santos. Selon la Cour, les objections formulées par le président Iván Duque au projet de loi ont été rejetées par les deux chambres du Parlement, même si le gouvernement en a contesté les résultats au Sénat. Devant l'absence de consensus à propos du sens de ce vote, le Parlement en a appelé à la Cour pour qu'elle tranche la polémique. La décision a été de rejeter le projet de loi du président de la République pour sa sanction et promotion et promulgation. Peu avant que la décision ne soit annoncée, Iván Duque a reconnu sa défaite. Le président colombien avait souhaité 6 modifications avec l'idée d'éviter que les narcotrafiquants échappent aux poursuites judiciaires. La décision prise par la Cour constitutionnelle est respectée en tant que défenseur colombien de la légalité. Mais je ne cesserai jamais de défendre les principes qui ont motivé le peuple colombien de sorte que nous ayons une paix juste, une paix dans laquelle nous créons tous. Le plan de paix prévoit que les principaux responsables du conflit, qu'ils soient guérilleros, militaires ou civils, ne soient pas traînés en justice à condition qu'ils racontent la vérité, dédommagent leurs victimes et n'exercent jamais plus de violence. Il prévoit toutefois aussi jusqu'à 20 ans de prison pour ceux qui ne respecteraient pas cela. Le groupe de guérilla, devenu parti politique sous le nom de Force alternative révolutionnaire commune, a salué la décision des magistrats. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. À bientôt.